invitation à ouvrir ce cycle qui a l'air passionnant. Alors, juste en 2 mots pour compléter sur la revue Pigault, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, donc cette revue, elle est située, si je puis dire géographiquement, au musée de la chasse et de la nature, qui n'est pas très loin d'ici, au des Archives, qui est un musée insolite, je dirais, qui ressemble à la fois à un cabinet de curiosité, un muséum d'histoire naturelle, un musée sur l'histoire de la chasse et un musée d'art contemporain, et qui aujourd'hui, je dirais dans la ligne aujourd'hui, est de créer un espace de réflexion, d'interrogation sur l'histoire de nos relations au monde naturel. Alors la revue, elle accompagne en fait la démarche du musée avec des numéros semestriels qui croisent des perspectives venues de l'art, parce que l'art a une place très importante dans la revue, des sciences humaines, donc philosophie, anthropologie et autres, histoire, etc., et des sciences du vivant, ou de l'écologie scientifique. L'idée étant que ces mondes des sciences humaines, des sciences du vivant et de l'art se rencontrent peu et surtout n'ont pas vraiment de langage commun, si je puis dire. Et cette revue, elle essaie de créer cet espace où ces perspectives dont on a besoin pour repenser nos relations au vivant, si on accepte de considérer qu'elles sont en crise, enfin qu'il y a des choses à repenser profondément, comment est-ce que on a besoin des puissances, je dirais, de toutes ces disciplines et de l'art aussi pour cela. Alors, du coup, ça m'amène à présenter justement nos invités ce soir, puisque nous avons un artiste, un philosophe et un éco-acousticien, qui chacun ne serait évidemment pas que à ça, mais donc juste à ma gauche, Mathias Pietsch, qui est musicien, informaticien aussi, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, informaticien, mais chercheur en tout cas voilà, en informatique, et qui dans ses compositions sonores mêle en fait des sons de synthèse et des sons qu'il capte dans les milieux naturels. Bastien Gallet, qui est philosophe, écrivain, éditeur, et qui a publié de nombreux textes sur la musique et qui lui-même a une pratique de captation sonore et de performance dont il pourra peut-être nous parler. Et enfin Jérôme Sueur, qui est éco-acousticien au Muséum d'histoire naturelle et l'un des fondateurs de cette discipline qui se distingue de la bioacoustique et nous expliquera en quoi ces approches sont différentes et qui, je crois aussi, a une pratique de collaboration, en tout cas de proximité aussi avec des démarches artistiques concernant justement qui s'appuie et qui s'inspire des sons de la nature. Alors, pour revenir donc à l'intitulé de cette conférence, comment l'homme est-il devenu musicien? C'est une vaste question qui en soulève plein d'autres en fait. Comment les sons de la nature influencent-ils les humains? Comment l'harmonie acoustique de la nature est un lieu d'inspiration créatrice pour des artistes. Mais est-ce que, en fait, le mot de musique est approprié pour parler en fait de la nature et des sons du vivant? C'est une question qu'on va se poser. Et des influences en fait réciproques entre finalement les animaux dont on dit qu'ils sont musiciens et les humains. Et Bastien Gallet notamment travaille sur ces questions de qu'est-ce que ça signifie jouer avec les animaux, est-ce qu'on peut composer de la musique avec les animaux. Voilà, donc c'est autant de questions qu'on va aborder ensemble. Et puis aussi peut-être voir comment, quand on est musicien, on écoute les sons de la nature, comment, quand on est scientifique,
on s'y rapporte, quelles sont les différences et éventuellement les points communs en fait, entre ces manières d'écouter les sons du vivant. Alors peut-être pour commencer, on pourrait s'interroger avec vous, Jérôme Soeur, sur justement cette idée de considérer un écosystème naturel, pour reprendre les mots de Bernie Krause, qui est à la fois musicien et qui a une démarche scientifique en fait, de captation et d'étude des milieux sonores, et qui parle en fait des écosystèmes comme naturels comme des orchestres, où les animaux en fait jouent chacun une partition et cohabitent en se partageant le territoire de manière sonore, chacun sur leur fréquence. Quand on voit ces sonogrammes, effectivement, je ne sais pas si vous les avez déjà vus ou peut-être vous êtes allé à l'exposition qui est organisée à la Fondation Cartier, mais on voit bien que chaque animal, ou en tout cas espèce, s'est positionné sur une niche qui la distingue des autres. Oui, bonsoir à tous. Donc en effet, c'est une théorie que Bernie Krause a développée il y a un moment, dans les années 60, c'est la théorie de la niche acoustique, qui stipule qu'en fait chaque espèce animale occupe un espace qui lui est propre dans l'espace sonore global. Ça se définit en termes de durée des sons, d'amplitude des sons et de fréquence des sons. Et donc c'est vrai qu'il arrive qu'on remarque dans certains espaces, notamment dans les milieux tropicaux, notamment en termes de fréquence, un étagement fréquentiel. C'est-à-dire que souvent dans les basses fréquences, on va avoir des mammifères, par exemple des singes, puis après on va avoir des grenouilles, puis après des oiseaux, puis après des insectes, puis après des chauves-souris. Si bien que les animaux se chevauchent peu acoustiquement, ils ne se brouillent pas tellement d'un point de vue sonore. Donc on peut voir un partitionnement de l'espace sonore, et donc évidemment du mot partition, on peut aller à la partition musicale. Donc c'est un pas que franchit Bernie Krause en parlant d'orchestre, etc. C'est intéressant, c'est vrai, c'est assez discutable. Je pense que c'est aussi un héritage de l'histoire naturelle de la communication sonore animale du passé. Au XIXe siècle, on parlait des insectes musiciens, des animaux musiciens, des organes musicaux des animaux. On essayait toujours de comparer les productions sonores animales avec des instruments de musique, en se trompant souvent. Et là, c'est un petit peu pareil. On voit des animaux musiciens, donc on les place dans un orchestre, parce qu'en effet, il y a une certaine structure. Donc c'est une belle image, mais il ne faut pas trop la forcer non plus. Peut-être pour rendre ça concret, justement, que vous puissiez nous expliquer comment est-ce que s'organisent, je dirais, les fréquences sonores ou cette partition. On pourrait écouter une captation d'un de vos terrains et ensuite... Enfin, si... Oui, alors, ce que je veux écouter, en fait, ça va être... attendez. Je vous explique simplement. On est en Guyane. Et je vais vous faire écouter juste deux petits extraits de 15 secondes chaque. C'est dans des mares de la montagne de Caux, dans la partie plutôt sud-est de la Guyane. Et dans ces mares se reproduisent des amphibiens de manière massive, seulement 2-3 fois par an, plutôt vers Noël, à la fin de l'année. C'est-à-dire que dans ces mares, il n'y a rien, tout d'un coup il pleut, et il y a des milliers de grenouilles qui arrivent. Donc je vais vous faire écouter un enregistrement avant cette sortie massive de grenouilles. Et là, alors, ça se voit plus que ça ne s'entend, mais il y a, en effet, on voit une sorte d'étagement fréquentiel. Et après, il y a la sortie de toutes les grenouilles. Et quand nous, on a commencé cette étude, on s'est dit, ah mais quand toutes les grenouilles vont être là, c'est sûr elles se partagent l'espace sonore. Parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'il faut qu'elles soient chacune sur leur canal fréquentiel, comme les canaux fréquentiels des radios. Et en fait, on s'est aperçu du contraire. Donc au contraire, elles sont plus concentrées sur une seule bande de fréquence, et vous allez voir, ça fait un son assez étonnant. Alors, voilà. Non, c'est pas ça. Non.
c'est assez doux, c'est assez calme. Et voilà, quand il y a tout au volume. C'est une sorte de bruit. Il n'y a rien d'organisé dedans en termes de fréquence. Peut-être que si on regarde plus précisément, qu'on enregistre plus précisément chaque volume, on va avoir une organisation temporelle, cette fois-ci, avec les volumes qui alternent et qui donc, dans le temps, ne se chevauchent pas trop. Mais vous voyez que c'est une sorte de masse sonore où là, il n'y a pas vraiment d'orchestre. Donc c'est un contre-exemple voilà, pour vous dire qu'il n'y a jamais de vérité en science et qu'il n'y a jamais de généralisation et que les théories se testent, en tout cas par l'observation, se confirment ou s'infirment. Mais néanmoins, enfin vous, dans votre travail d'éco-acousticien, l'enjeu, donc, par rapport justement à la bioacoustique dont vous vous distinguez, c'est que vous vous intéressez aux relations sonores quand même entre espèces sur un territoire. Alors peut-être en quelques mots, indépendamment de la question musicale, en fait, quel est l'enjeu pour vous dans ce travail qui consiste en fait, je crois, à poser des pièges sonores, c'est ça en fait, pour que les animaux s'expriment sans perturbation humaine finalement. Oui, donc on a une approche qui est d'enregistrement holistique de l'environnement sonore. C'est-à-dire que historiquement, là vous avez derrière vous les disques de Jean-Claude Rocher, qui a fait un énorme travail de catalogage des sons des animaux, mais à chaque fois, l'objectif était d'enregistrer un animal qui représentait une espèce et rien d'autre. Donc en gros, on utilise un téléobjectif. Et avec Bernie Krause, l'idée c'était d'ouvrir l'angle d'écoute et de passer à du grand angle et de tout enregistrer. Et donc on a un peu rebondi sur cette idée et on s'est dit on ne va pas étudier le soliste de l'orchestre pour reprendre cette image, mais on va étudier en effet tout l'orchestre. Et donc on enregistre tout ce qui se passe et on essaye de voir comment cet espace sonore évolue dans le temps. Donc ça peut être sur des échelles plus ou moins courtes, mais quand même on est sur l'ordre de semaines, mois, années. Là, on essaie de travailler sur vraiment du très long terme, sur 5, 10, 15 ans, pour voir la modification avec notamment le réchauffement climatique. On peut voir s'il y a des modifications spatiales, en fonction notamment de perturbations, si une forêt est exploitée, s'il y a eu un feu, s'il y a une usine qui a été construite, s'il y a une mine qui a été ouverte, etc. On peut voir les modifications du milieu simplement par l'acoustique. Et donc on a des questionnements surtout de suivi de la biodiversité. Je pense que vous en entendez parler assez souvent dans les journaux. On veut savoir un peu quel est l'état de la biodiversité dans un endroit donné, et on le fait en l'écoutant et en écoutant tout ce qui se passe autour. Peut-être par rapport à cette... pour revenir à la question musicale, je dirais, musique du vivant, c'est compliqué de parler autrement. Enfin, comme vous dites, ces métaphores, elles sont très significatives, et même si elles ne sont pas complètement exactes du point de vue de la description scientifique, peut-être là, je me tourne vers Bastien sur cette question en fait de l'idée d'harmonie en fait de la nature, qui est une idée certes irénique, mais en même temps très séduisante. Et quand on est dans un espace naturel, en fait, c'est ça que l'oreille humaine perçoit. Elle entend une sorte de musique, enfin la musique d'une forêt, la musique des animaux dans une forêt. Alors qu'il y a plein d'autres choses qui se jouent, comme voilà, partager un territoire, habiter là, et ils ne sont pas en train de nous divertir en jouant leur partition, justement. Mais néanmoins, il y a beaucoup il y a un historique très long de tentatives de la part de musiciens de composer avec ces sons-là, de s'en inspirer, d'organiser des concerts, une sorte de fantasme de pouvoir jouer avec l'animal en fait, et de créer des correspondances entre leur musique, entre guillemets, et la nôtre. Alors comment est-ce qu'on peut être réflexif sur tout ça et en même temps voir là où la relation est intéressante? Grosse question. Alors, la relation affective avec l'animal est assez récente finalement.
L'animal est présent dans la musique depuis longtemps. L'animal est présent dans la musique depuis longtemps, de manière figurative, on pourrait dire presque de manière métaphorique, ou imitative. Donc on imite des sons animaux par l'instrument. Et ce faisant, d'ailleurs, je pense qu'on reproduit une sorte de réflexe très signifiant, sur lequel on pourra revenir. Les animaux eux-mêmes apprennent à chanter, enfin ceux qui doivent apprendre à chanter, ceux qui n'ont pas de voix en naissant, qui doivent apprendre à vocaliser, apprennent en imitant, bien sûr, en imitant les congénères, les parents, éventuellement d'autres espèces. Donc en imitant l'instrument des sons animaux, on va rejouer un peu ce moment initial d'imitation, disons, des sons naturels. Donc ça, il y a des exemples innombrables sur la musique depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours. Mais ce qui m'a intéressé plus spécifiquement, ce sont les relations effectives, réelles, entre des animaux vivants, non illustrés, en tout cas, qui ont été vivants à un moment donné, et des instruments. Et en relisant Pline, le passage qu'il consacre au rossignol dans ses histoires naturelles, donc le grand historien romain, Pline d'abord décrit de manière extrêmement précise le chant du rossignol. Il y a une culture musicale chez le rossignol, puisqu'il apprend le maître, dit-il, et le maître corrige l'élève. On peut imaginer que le chant du rossignol évolue avec le temps, qu'il y a peut-être des groupes culturels différents, avec des chants différents. En tout cas, c'est ce que Pline semble supposer, impliquer. Et puis il dit surtout qu'il y avait une pratique musicale à Rome qui consistait à jouer avec des rossignols. Le problème, c'est qu'il décrit ça de manière très vague. Il y a des sinfonias, dans des groupes instrumentaux qui alternaient avec des oiseaux vivants. Il y avait, vous voyez, cette pratique du jeu musical avec l'animal est très ancienne. Au moins à l'époque romaine, on peut imaginer qu'ils l'ont hérité d'autres cultures plus anciennes. Et malheureusement, il y a très peu de témoignages de cela. Alors, je vais peut-être faire écouter quelque chose. Il y a actuellement des improvisateurs qui improvisent avec des animaux. J'en cite dans l'article, je pense à David Rothenberg, par exemple, qui est philosophe, qui est un écologue, un philosophe de l'écologie et de l'éthique environnementale, et qui pratique régulièrement l'improvisation avec des animaux vivants, donc des cigales, des baleines, des rossignols. Il est clarinettiste, donc il joue avec eux. Alors, on peut douter de la réalité de l'échange improvisé avec l'animal. On a l'impression que l'animal répond aux mélodies, aux adresses musicales de David Rothenberg. D'autant que, par exemple, moi j'ai vu ça à Berlin, où il se met dans un parc, puis il commence à jouer, et puis, alors à Berlin il y a beaucoup de rossignols, enfin en tout cas, les rossignols qui sont là chantent, et ils chantent très fort. Pas comme tous les rossignols au printemps, et il arrive et tout à coup voilà, il se met à jouer, et c'est pas, comment dire, ça a l'air improvisé, donc il ne connaît pas le rossignol. Il improvise lui-même. Voilà, c'est ça. Il écoute le rossignol, il le repère, il l'écoute, et puis il essaie de l'imiter, de répondre comme on ferait dans un morceau de jazz en fait. Son inspiration est plutôt jazz d'ailleurs, Bon, c'est un exemple, il y en a eu d'autres, il y a Jim Nolman qui lui a fait des disques avec des dindes, avec des baleines, avec toutes sortes d'animaux étranges. Donc c'est une pratique dans le champ d'improvisation qui est déjà ancienne, mais là je vais vous faire écouter un enregistrement de 1927 qui en fait reprend une performance de 1924, qui est la première performance en extérieur retransmise en direct à la radio au monde, sur la BBC. Donc c'est une violoniste, Beatrice Harrison, qui joue dans son jardin, dans le Surrey, et les rossignols chantent. Il chante avec elle ou à côté d'elle. Et tout ça a été retransmis en direct à la BBC, c'était une première mondiale à l'époque. Et la performance a été ensuite enregistrée sur 78 tours, 3 ans plus tard. Le son est un peu, évidemment, est un peu difficile, et vous allez entendre cela, c'est assez drôle. Donc elle ne cherche pas, elle, à improviser avec l'oiseau, avec les oiseaux, elle joue un air de Dvorak. Un air de Dvorak, une
une chanson transcrite par Dvorak que sa mère lui chantait quand il était petit. Et Béatrice Harrison imagine que c'est la meilleure manière de se relier au rossignol que de chanter des sortes de berceuses en fait. Véritable entre les deux, même s'il y a l'impression de temps en temps que le rossignol vient ponctuer peut-être les phrases de Dvorak. Alors, en fait, tout ça pose une question qui est assez profonde, c'est de savoir ce qu'on entend par musique, effectivement. Alors, David Rothenberg, il a des mots intéressants pour parler de sa relation à l'animal. Il ne dit pas que les rossignols ou les baleines sont des animaux musiciens. Les baleines et les rossignols sont des animaux qui apprennent à chanter. De très rares espèces apprennent à chanter. Les baleines, les dauphins, les oiseaux chanteurs et les humains partagent cela. Et donc il dit qu'il doit supposer une musique, évidemment, chez le rossignol, une musique qu'il appelle alien, une musique étrangère, une musique qui n'est pas la musique humaine, mais qui est néanmoins de la musique. C'est la condition, disons, d'une relation possible sonore avec l'animal, enfin, ici musicale improvisée. Et là, j'ai l'impression qu'en faisant ça, il élabore ou il esquisse un concept de musique qui est assez différent du concept qu'on connaît. Parce qu'effectivement, si on part du concept musicologique, disons, où la musique c'est un ordre, avec des échelles harmoniques, avec des échelles de rythme, des mètres, avec aussi des groupes instrumentaux, donc une incorporation instrumentale de la musique, où les échelles sont reproduites dans les instruments, avec aussi un agencement des timbres au sein de l'orchestre. Donc la musique est on pourrait dire, un étagement d'ordre différent qui s'organise les uns par rapport aux autres. Et ça commence par là. La musique commence quand il y a une échelle, quand on va distinguer dans le continuum sonore des fréquences ou des sons qui vont s'organiser les uns par rapport aux autres de manière à produire des accords, donc des modes. Là commence la musique. Et de la même manière, dans le continuum temporel, on va créer tout à coup un ordre rythmique qui va organiser, en le discrétisant, le continu, si vous voulez, du temps qui passe. Si on cherche à retrouver chez les animaux cet ordre-là, évidemment, on n'y arrivera jamais. Il n'y a pas de mode, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de rythme au sens humain, ni chez les oiseaux, ni chez les baleines, ni chez les dauphins. Donc les concepts formels de la musique en général, pas seulement de la musique occidentale, sont difficiles, si vous voulez, à projeter dans le monde animal. Mais en revanche, on pourrait imaginer un concept différent de la musique qui serait un concept relationnel. C'est-à-dire que la musique, ce serait entrer en relation avec quelqu'un d'autre, un humain ou un non-humain, et jouer avec lui, l'imiter, se faire imiter par lui. Et il ne s'agit pas de dire qu'il suffit de jouer avec l'animal pour improviser avec lui, mais en fait, c'est ce qui se passe depuis toujours. Et c'est peut-être comme ça que la musique est apparue. Vous voyez, l'homme vit dans un monde sonore. On vivait dans un monde sonore, il vit toujours dans un monde sonore, qui était un monde sonore plus nettement marqué par les sons animaux
et des sons de la nature. Et c'est dans une interaction constante, une relation constante avec ce monde sonore que peu à peu, par imitation, par transformation, par transmutation, quelque chose comme du musical est apparu. Donc il faudrait imaginer qu'il y ait une différence de degré, mais qui devient une différence de nature à un moment donné entre des sons animaux et naturels et la musique humaine. Juste rebondir là-dessus sur l'interaction, parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'en science, on interagit acoustiquement avec les animaux, alors pas du tout d'une manière musicale, on fait des expériences, on rediffuse des sons des animaux, soit leurs propres sons, soit leurs sons modifiés en temps, en fréquence, en amplitude, etc. Et on interagit avec eux. Donc, maintenant, on est des musiciens aussi, ça me fait plaisir. Moi qui ne suis pas musicien. Ce qui est intéressant, c'est si on requalifie cette idée de la musique comme une tentative d'entrer en relation, finalement, la musique humaine devient, en tout cas dans ces interactions, on essaie de jouer avec l'animal, un outil, enfin un moyen, voilà, pour essayer de créer un contact, comme une sorte de zone de contact avec l'altérité qu'est l'animal, et qui en même temps, par un jeu d'imitation, de tentative de s'approcher de son monde de signes qui nous est totalement étranger, on essaie d'entrer en relation avec lui. Et de certaine façon, la manière dont vous, en tant que scientifique, essayez de provoquer quelque chose comme une réaction. Oui, on provoque une réaction par un stimulus, voilà, dans les langages scientifiques, donc un stimulus que l'on contrôle complètement. Et on provoque une réaction et on mesure la réaction et ça nous permet de comprendre comment les animaux communiquent, notamment quel type d'informations ils s'échangent par le son. Et donc là, les exemples de communication, d'interaction musicale, j'ai regardé là l'interaction que David Rothenberg avait entre sa clarinette et la baleine, mais il est vraiment sur les mêmes gammes de fréquences. Donc il est tout à fait possible qu'il rentre dans le système de codage et de décodage de l'information de la baleine et qu'elle en saisisse une part qu'elle comprend, enfin qu'elle décode ça comme la présence d'un autre individu et qu'elle réponde à ce son. Donc elle est dans un mode de communication et le musicien est dans un mode artistique. Et voilà, ils interagissent comme ça, mais ils sont finalement pas sur le même mode. Oui, vous pouvez voir les vidéos, elles sont sur le site de David Rothenberg. Ce type de relation lui sert à mettre en avant une conception, disons, du monde partagé ou du monde commun qui est la sienne et qui est celle aussi d'un grand philosophe norvégien qui l'a traduit et fait connaître aux États-Unis, Arne Næss. Une conception holiste, disons, du monde naturel dont les hommes ne sont qu'une partie. Donc, pour que l'homme retrouve sa place, la place qui est la sienne, il doit apprendre à écouter les sons animaux et à interagir avec eux, mais de manière à se faire entendre et à pouvoir, provoquer une écoute de la part de l'animal, une écoute qui est forcément réciproque. Parce que c'est une réciprocité qui est aussi, qui va avec l'idée de reconnaître une valeur spécifique, une valeur en soi, qui sont les êtres de nature. Alors, en fait, je reviens sur la question qui est posée dans ce débat, l'origine de la musique. En fait, le problème de cette question, c'est qu'elle repose sur un faux problème au départ, qui est l'opposition qui est la nôtre, dans laquelle nous vivons, qui est une opposition ontologique, une opposition dans l'être entre ce qui relève de l'humain, ce qui relève de la culture humaine et ce qui relève de la nature. Dans cette opposition entre nature et culture, qui structure un peu notre rapport au vivant, qui objective le vivant, et qui fait que les concepts humains comme art, effectivement culture, musique, politique, etc., sont des concepts qui ont été élaborés par rapport à notre pratique, à notre culture, à nos créations, à nos productions, à notre histoire. Et ils ne sont pas faits, si vous voulez, ces concepts, pour s'appliquer à autre chose qu'à l'humain. On peut les forcer, on peut les étendre, on peut les redéfinir, pour dire oui, il y a une culture chez le rossignol, il y a un art chez les chimpanzés, il y a du langage chez les chauves-souris. Mais ce faisant, on
tord ces concepts, et puis surtout on les rend vagues, on les rend flous, en les étendant à des êtres pour qui ils n'ont pas prévu. Donc il faut repenser, je pense, les choses. Et je parle dans le texte d'un très beau livre de Edward Ocon qui s'appelle « Comment pensent les forêts ». C'est un anthropologue américain, équatorien, qui a travaillé sur une tribu, un peuple d'Équateur qui s'appelle les Yuruna de la Villa. Et il montre que pour ce peuple, comme tous les peuples amazoniens en général, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre nature et culture. Hein, la forêt est peuplée de soies. Et les soies sont comme des humains. Ce sont en fait des humains qui revêtent la peau ou les apparences d'animaux, voire de végétaux, ou d'esprits qui gouvernent, qui gèrent la forêt. Et donc, parler avec un animal, c'est parler avec un autre soi. Un soi comme soi, en fait. Simplement qui a une apparence différente. Et en fait, il y avait beaucoup comme ça de mythes chez les Indiens d'Amazonie, où ils expliquent que la musique vient de là. Hein. Quand ils ont besoin d'une musique, pour une cérémonie, pour un rituel, ils vont dans la forêt, ils espionnent en quelque sorte des cérémonies animales, hein, des soies animaux, qui sont en fait des humains déguisés, donc ils écoutent les cérémonies animales, les musiques animales, et ils les rapportent avec eux, et ils en font la musique humaine. Et donc, vous voyez, il n'y a aucune différence entre musique animale et musique humaine, c'est la même chose, en fait. Voyez. Et ça change complètement notre point de vue animal. Je considère que les animaux sont des soies. Et quand on improvise avec un animal, on est obligé de considérer que c'est un soi, un sujet qui s'adresse à moi, même si ce n'est pas le cas, et c'est pas important. Parce que de toute façon, je pense que l'improvisation en question, elle opère, peut-être pas au niveau individuel, on ne sait pas si Rossignol improvise avec David Rothenberg, mais en tout cas au niveau de l'espèce. Puisque ça fait des milliers d'années, des centaines de milliers d'années qu'on écoute de nos chanteurs et qui nous écoutent et qu'on a forcément échangé des choses. Ils nous ont imités, on les a imités, et une partie de la musique qu'on a créée et produite vient d'eux, forcément, puisqu'on a vécu dans cet environnement sonore. Une partie de la musique qu'eux-mêmes chantent, des notes qu'ils jouent, vient aussi forcément de nous. Là, je doute un petit peu dans l'autre sens. Là. Je ne vois pas en quoi un oiseau va imiter quelle production sonore humaine. On n'est vraiment pas dans le même système de communication. Puis si ça se trouve, ils ne nous entendent même pas. Donc il faut se méfier de ça parce que c'est un peu de l'anthropomorphisme aussi, ce qui est un peu le piège que tu dénonces aussi. Essayer toujours de rapporter nos activités à celles des animaux. Les animaux ont des capacités sensorielles qui sont différentes des nôtres, pas meilleures ou pas moins bonnes, elles sont juste différentes. Et lorsqu'on regarde la perception auditive des animaux, ils sont quelquefois sur des bandes fréquentielles qui sont soit complètement en dehors de notre système auditif et de production sonore, soit dans les hautes fréquences, soit dans les basses fréquences. Donc j'ai plus en tête l'audiogramme du Rossignol, mais ça se trouve, il ne nous entend même pas. Donc voilà, il faut essayer de reporter aussi à ces capacités. Donc, moi, j'ai aucun exemple. Il y a l'oiseau liant en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, qui imite des sons qui viennent des humains. L'appareil photo, la tronçonneuse, etc., c'est extraordinaire. Je crois que c'est à peu près le même exemple. Le seul exemple. Il faut faire un petit peu l'oiseau liant. Il imite énormément, et donc il s'imprègne vraiment de tous les sons qu'il y a autour de lui. Et c'est extraordinaire d'entendre l'appareil photo ou la tronçonneuse. C'est une très belle vidéo qui se trouve sur YouTube de David Attenborough. Parce qu'il y a quand même aussi le perroquet, il y a le corbeau aussi, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux imitateurs, bien sûr, qui imitent des sons humains. Les exemples sont vraiment très très rares. Donc dans le rossignol, dans le chant de la grenouille ou de la cigale, moi j'entends rien d'humain. Alors après, il y a des interactions, par exemple. On peut déclencher des sons de cigale, des chants de cigale, juste en passant en voiture, parce qu'elles se trompent en fait, parce que le son de la voiture se chevauche avec leur propre son, c'est dans la même gamme de fréquences, et elles se trompent, elles pensent que c'est un autre mâle de cigale, et donc elles se mettent à chanter. Voilà, c'est un autre exemple d'interaction fortuite. Non, mais merci de me reprendre. Non, je pensais plus généralement à un principe d'interaction, tout simplement. D'interaction, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est que si on s'intéresse strictement à cette idée que les voix, mettons, les sons humains auraient façonné les formes de communication des sons animaux, peut-être que c'est trop restrictif. Non, alors, on peut voir ça, mais d'un point de vue malheureusement négatif.
Ah voilà, d'accord. C'est-à-dire que Comme toujours la avec, pression sonore ouais. émet crée plutôt un bruit, vraiment la notion de bruit, donc quelque chose qui va interrompre ou réduire la communication. Et là, oui, parce que les bruits de nos machines influencent les sons produits par les animaux. Soit ils vont s'arrêter de chanter, soit ils vont chanter plus souvent, soit ils vont chanter plus fort, soit ils vont chanter plus aigu. Donc là, c'est vrai aussi qu'il y a une influence en elle. Donc, on s'y retrouve quand Mais même. c'est compliqué de penser à une coévolution qui est quand même encore visible et possible à décrire dans les environnements dont tu parlais, Bastien, comme voilà, chez Seruna, qui en fait sont immergés dans un monde de sons, de signes, d'interaction avec les autres vivants, et réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a des relations voilà, de chasse où les animaux chassés savent comment les chasseurs chassent. Il y a dans le numéro un article sur un autre peuple en fait, qui utilise la langue sifflée en fait, à la fois pour communiquer entre eux, mais aussi pour communiquer avec les animaux. Donc c'est le principe du leurre hein, en fait, mais c'est et leur sifflement. Il y a des formes de réciprocité dans la langue, en fait, des sifflements adressés aux animaux qui imitent. Les sons des animaux sont reprises dans leur langue entre humains, et il y a une sorte de monde de signes partagés qui se mélange. Voilà. Et c'est vrai Et depuis, qu'on voit plus dans le sens animal vers l'homme que... c'est vrai. Est-ce que je vous passer un deuxième exemple Oui, pour le temps? Oui, bien sûr. Donc il s'agit d'une œuvre de musique contemporaine d'un très grand compositeur et philosophe qui s'appelle François-Bernard Mach, qui est encore vivant. Il a beaucoup composé d'œuvres pour bandes et instruments, donc bandes sur lesquelles on entend des sons animaux qu'il enregistre lui-même. Et ce qu'il fait, c'est qu'il, dans certaines pièces, comme celle qu'on va entendre, il transcrit pour instrument les voix animales. Et quand on écoute, on se rend compte que, en l'occurrence, les chants d'oiseaux ne sont pas si musicaux, hein, au sens qu'on entend, enfin, en tout cas pas si mélodieux. Donc les oiseaux qu'il a enregistrés là, qu'il a enregistrés et montés dans cette bande, sont deux espèces de passereaux, l'Hippolaïs ictérine et le chaman de Malaisie, et une espèce de fauvette des marais, une rousserolle verderolle. Donc piano, violon et trio d'oiseaux chanteurs.
Donc le principe, ça dure 12 minutes, vous pouvez l'écouter en ligne si vous voulez. Il est disponible sur YouTube, il s'appelle Sopiana, et ça a été composé en 1980 par François Bernard Mache, qui d'ailleurs a écrit des ouvrages tout à fait passionnants, dont l'un qui est sous-titré Mythe et Nature, attends, j'ai oublié le titre principal, et qui comprend un chapitre qui s'intitule pour une zoomusicologie, pour une musicologie au-delà de l'humain, si vous voulez. Alors, ce qui est passionnant dans ce morceau, dans cette œuvre, c'est que vous voyez, il s'agit non pas de faire entrer les animaux dans l'ordre musical, mais de suivre au plus près leurs intonations, leur rythme étrange, leur saut harmonique incroyable, leur vivacité aussi, puisqu'évidemment ils chantent à une vitesse qui est presque trop grande pour l'oreille humaine. Donc en essayant de s'approcher effectivement au plus près de ce chant-là, on se rend compte qu'il n'y a rien de mélodieux dans leur chant. Et en même temps, on produit quelque chose à la musique, dans la musique, on affecte la musique. Voyez. Et je pense que Mache, de ce point de vue-là, s'inscrit dans la tradition de Messiaen, qui, comme vous le savez, a composé des catalogues d'oiseaux pour piano. Et la très grande beauté de ces catalogues, c'est que Messiaen ne cherche pas non plus à musicaliser l'oiseau. Au contraire, il essaie de lui être fidèle, d'être respectueux de l'étrangeté de son chant. Donc, et pour ça, il faut un peu démusicaliser, il faut un peu détonaliser la musique, il faut sortir effectivement un peu de l'ordre musical. Alors pas complètement, puisque ça reste du Mache, comme ça reste du Messiaen, si vous voulez. Mais il y a là quelque chose qui est très fort. Et puis il y a aussi dans cette pièce une sorte de va-et-vient entre les oiseaux et la musique et les oiseaux. Alors, la fin notamment est très belle puisque les oiseaux se taisent et on entend les deux instruments seuls se souvenir du chant animal en train de disparaître, il faut dire aussi, et déjà en 80. Alors je voudrais juste peut-être préciser un peu les choses. Parce qu'on parle de bioacoustique, mais on peut aussi parler de biosémiotique, une discipline maintenant très riche qui existe depuis presque plus d'un siècle. Et qui est l'étude des signes, des différents types de signes que produisent les êtres vivants dans un environnement, et des signes qui font sens pour eux. Donc des signes qu'ils reconnaissent, qu'ils identifient, ou des signes qu'ils produisent et qui sont identifiés par d'autres. Donc c'est une discipline qui remonte à un auteur allemand mais qui travaillait en Estonie, qui s'appelle Jakob Mexküll, qui a fait un fameux ouvrage Mondes animaux, mondes humains, qui essaye de penser l'animal comme le monde animal comme composé de signes qu'ils comprennent, qui ont un sens pour eux. Qui était très en conflit et en lutte contre la vision mécaniste, si vous voulez, du fonctionnement animal, qui résonne en termes de réponse et de stimulus. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait très très complexe, et puis Mexküll est un mental fondateur, et il y a eu beaucoup de travaux depuis. Mais dans le livre d'Edward Ocon, il reprend la théorie d'un célèbre philosophe américain, Charles Sanders Peirce, et sa distinction entre type de signe, le symbole, l'icône et l'indice, pour essayer de penser précisément ce qu'il appelle une anthropologie au-delà de l'humain. Alors que l'humain maîtrise les symboles, alors que l'humain représente le monde de manière d'abord symbolique, donc le symbole est un signe qui est arbitraire par rapport à ce à quoi il se réfère. Donc c'est le principe de la langue, du langage. Pour dire table, il y a 1000 manières de dire table, il y a 1000 sons différents pour dire table, mais on y a chaque fois la même chose. Et il montre qu'il y a d'autres manières de représenter le monde que par des symboles. On peut le représenter par des indices. Donc l'indice est un signe qui est en relation de contiguïté ou de causalité avec ce qu'il représente. La fumée pour le feu, par exemple. La fumée est produite par le feu, et donc la fumée est le signe du feu. Et des icônes qui ressemblent à ce qu'il désigne. Donc dans le monde animal, dans le monde végétal, il y a ces signes sont présents de manière tout à fait universelle. Et il y a donc un travail, un exercice de représentation du monde qui n'est pas symbolique mais qui est réel et qui passe par d'autres signes que le symbole. Et
Et donc il montre que les animaux reconnaissent les indices, interprètent les indices, et puis aussi qu'ils s'imitent les uns les autres. Donc il y a une sorte de contagion des ressemblances qui fait qu'on passe notre temps à nous imiter les uns les autres, non seulement évidemment d'un point de vue sonore, par le son, mais aussi par la vue, bien entendu, par l'odeur, etc. Donc effectivement, toutes les espèces ne peuvent pas imiter toutes les autres, mais il n'empêche que les espèces interagissent les unes avec les autres et s'imitent les unes les autres et produisent donc des signes qui, pour eux et pour elles, ont des sens. Peut-être pour revenir à cette pièce qu'on a écoutée là, de François-Bernard Mèche, et j'aimerais bien savoir ce que, en tant que musicien qui travaille en fait à partir de... Alors toi, ta pratique, elle ne consiste pas à jouer avec des animaux au sens d'une présence réelle, mais par rapport à tout ce qui a été dit en fait sur comment est-ce que on fait attention, enfin se rapporte, qu'est-ce qui compte finalement dans ces langages animaux et dans ces sons du vivant pour composer et faire de la musique. J'aimerais bien que tu nous parles de comment toi, est-ce que tu te rapportes à cette question problématique d'une musicalité du vivant depuis une pratique de musicien. Oui, alors bonsoir. Il y a plein de choses à en dire évidemment. Dans ma pratique musicale, qui est peut-être un peu un tout petit trou de serrure par lequel aborder cette question-là, je joue aussi quelque part avec les animaux, puisque j'ai des enregistrements naturels, un petit peu comme ce que Jérôme pourrait faire, c'est-à-dire de façon globale, en essayant de capturer des espèces ou des phénomènes particuliers, mais des environnements dans leur globalité, et essayer de tirer une musicalité de ça. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être qu'il faut y revenir un peu plus. J'aimerais bien réagir à ce propos-là sur deux idées que vous avez évoquées chacun, et qui, pour moi, sont importantes justement dans la composition, dans l'acte de composition avec la nature. La première, c'est l'idée de chercher de la structure musicale telle qu'elle dans le discours animal. Je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est peut-être pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est la question du relationnel, c'est la question de l'interaction entre l'auditeur et l'interprète, ou entre les musiciens eux-mêmes. Mais quand même, je ne suis pas d'accord dans le sens où il y a des structures caractéristiques dans le langage musical humain et dans le langage animal. Il y a des structures, même si on oublie la musique pour un instant, après on va essayer de la remettre dans l'équation et voir ce que ça donne, mais est-ce qu'on retrouve des structures vraiment caractéristiques, et même l'expérience que tu fais quand tu poses un haut-parleur dans une forêt, appuie sur play et rejoue, suppose quelque part une sorte de structure dans le discours animal, le fait que un signal pour un animal, il va avoir un début et une fin, comme une communication animale. Tu pourrais pas faire l'expérience, par exemple, qui serait de soumettre un animal dès sa naissance au même son continu pendant toute sa vie, par exemple. Peut-être que ça aura une influence. Ah non, c'est très structuré. C'est extrêmement structuré et à différentes échelles. À l'échelle de l'individu, à l'échelle du groupe d'individus, à l'échelle de la communauté et du paysage. C'est extrêmement structuré, et nous on décrit la structure de ces signaux, on les décrit très finement en temps, en amplitude et en fréquence. C'est très structuré. Les structures rythmiques, elles sont présentes. Ah, elles sont extraordinaires. Et je pense qu'elles inspirent des rythmes musicaux. Oui, bien sûr. Dans des musiques de toute nature. Le point était peut-être que si on compare avec la musique humaine, disons que la partition n'est jamais complètement écrite. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas non plus... il y a des structures, mais des structures qui
Parce qu'on c'est d'abord, ça dépend ce qu'on entend par partition. On Ouais. peut aussi considérer que l'ensemble du système nerveux de la cigale forme la partition, puisque la partition de la musique de la cigale, puisqu'elle définit parfaitement tout ce que va faire la cigale comme ça. En fait, ce qui est amusant, c'est que pour moi, en fait, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de toujours apporter la musique. Pour moi, c'est... On arrête cette conférence. C'est un peu comme la musique, c'est un peu dans mes vocations, mais Oui. en tant que scientifique, moi, je m'en fiche complètement. C'est-à-dire que je veux savoir comment les animaux communiquent avec le son, Oui. et ce qu'ils en font, c'est qu'ils se disent, et donc à une autre échelle, utiliser le son qui vient de la nature pour suivre la biodiversité, et potentiellement mieux la protéger. Et de savoir qu'il y a un lien avec une production totalement humaine de musique ou pas, en tant que scientifique pur, ça Oui. m'intéresse pas. En tant qu'individu, peut-être que ça m'intéresse. Bien sûr. Mais c'est vrai que sinon, moi, je n'utilise jamais le terme de musique, ou jamais le terme de musique dans Bien une sûr. publication scientifique. Encore une fois, je pense qu'effectivement, les bassins d'idées aussi, c'est une métaphore problématique. Mais après, comment on s'approche de manière, pas seulement justement avec un regard d'analyse et de compréhension strictement scientifique en fait, de tout ça, mais comment on y est sensible, en fait, comment on est affecté, touché par... Mais est-ce tout qu'on ça. on y est sensible sans forcément relier à la musique? Moi, Oui. je fais des enregistrements de manière assez stricte, rigoureuse, etc. Mais quand je suis dans la forêt, j'ai les poils tous les bras qui se hérissent, comme quand j'écoute un orchestre symphonique. Mais voilà, mais comment même si c'est la pas seule musique. manière de le raconter, de restituer l'intensité de cette expérience, souvent ça passe par des métaphores musicales. Oui, c'est une métaphore. une Je sais pas, c'est une métaphore. C'est une Et métaphore. on l'utilise bien sûr. Mais voilà, En un fait- peu de manière provocatrice, je me demande, est-ce qu'elle est utile vraiment? En fait, on pourrait remplacer toutes les occurrences du mot musique dans cette conférence par les occurrences du mot communication, dont le but n'est pas totalement compris par nous. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, Ça me fait choquerait pas. sens. Voilà. Mais d'accord. On peut parler d'émotion aussi, parce que c'est ce qui le caractérise, c'est qu'on est ému par la musique. On va parler de musiques différentes selon les époques. Chaque époque produit la musique qui nous émeut. Et d'ailleurs, les scientifiques ont aussi montré qu'il y avait chez l'oiseau chanteur un même type de relation émotionnelle à la musique. Les zones du cerveau reliées à l'émotion étaient sollicitées quand la femelle rossignol écoute le mâle rossignol, quand le mâle rossignol chante tout seul. Il y a très clairement une relation qui n'est pas seulement fonctionnelle. La femelle écoute le meilleur reproducteur ou l'oiseau marque son territoire. Il y a aussi une relation qui serait de notre nature, où on est ému par le chant de l'autre et on peut l'écouter les deux. Ce qui est fascinant, c'est que là où le rossignol pourrait prendre 2 minutes à trouver sa puissance vocale, il a besoin parfois de plusieurs heures pour se faire. Donc ça prouve bien qu'il y a un plaisir partagé. On ne passerait pas des heures à s'écouter mutuellement si ce n'était pas un plaisir réel. Ça prouve rien du tout. C'est pas une expérience qui prouve quelque chose. C'est une observation. C'est que les animaux ont besoin de répéter leurs signaux, parce qu'ils ont besoin de refaire passer l'information dans un environnement quelquefois qui est acoustiquement difficile, parce qu'il est très encombré, et qu'il est aussi parce qu'il y a d'autres signaux, d'autres espèces et d'autres individus, et donc ils répètent toujours la même chose, jusqu'à ce qu'il y ait une femelle, en effet, soit attirée à la fois physiquement et peut-être émotionnellement, moi je n'irai jusque-là, qui soit attirée et qui aille se reproduire avec lui. Mais la répétition, les cillages peuvent chanter pendant toute la journée, elles ne chantent pas dans son objectif de rendre. Oui, mais c'est pas de la répétition, puisqu'il y a invention. Il y a justement chez le rossignol, il y a de l'invention. Il y a de la variation. Il y a des variations. Il y a de la variation. Oui, mais il y a aussi une individuation du chant, parce que chaque individu va chanter différemment, va imiter différemment les chants des autres et va produire un style qui lui est propre. Et chez certains oiseaux, il y a en effet des signatures individuelles. Donc chaque oiseau a son propre chant, ce qui fait qu'ils se reconnaissent entre eux et qu'ils peuvent en fait avoir une carte un petit peu acoustique autour d'eux, et chaque individu par son chant, et savoir où il se place dans les territoires voisins. Ce qui prouve qu'il faut inventer, hein, sinon Il faut qu'il y ait une variabilité. On joue sur... Enfin, c'est pas qu'on joue sur... C'est ce que je disais en début de cette conférence sur le langage commun ou pas entre philosophes. Langage et concept. Oui, les concepts.
Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on essaie de saisir quelque chose ensemble, mais simplement on ne parle pas depuis les mêmes endroits. Mais pour revenir donc tu avais une première remarque et une deuxième. Ou alors tu l'as oublié. J'essayais de répondre à ta question qui était quand est-ce que, si je peux essayer de la reformuler, quand est-ce qu'un son naturel, enregistré comme ça, presque par hasard, devient musique? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas ça, mais c'est très bien une question. Tu peux te auto-poser cette question. Ok, j'essaie de vous poser la question en retour en vous faisant écouter un enregistrement que j'ai pris. J'ai fait exprès de prendre un enregistrement qui est assez récent pour moi, que je ne connais pas encore parfaitement, c'est celui d'après. Ouais, que je ne connais pas encore parfaitement et qui est un enregistrement qui pourtant m'émeut beaucoup et dont je n'arrive pas à comprendre pourquoi, j'arrive pas à comprendre quelle est la... justement, quelle émotion il crée chez moi et pourquoi exactement. Ça a été pris dans une forêt dans les Vosges, dans une forêt qui n'avait pas grand-chose de naturel, c'était au-dessus d'une vallée très industrielle. On entend des bruits, d'ailleurs, un petit peu après, on va peut-être tout écouter, mais on entend des bruits de nature humaine, mais il y avait comme ça dans une vallée une espèce de résonance très forte et un chant d'animaux donc une résonance, un bourdonnement continu. Je pense qu'il était d'origine humaine, mais je pense qu'il était surtout d'origine naturelle dans le sens de la terre, enfin de la topologie des lieux qui créait une résonance humaine. Les espèces, alors vraiment, on est très loin de l'analyse scientifique, mais toutes les espèces, en particulier d'oiseaux qui gravitent autour, semblaient comme appuyer un propos. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on plaque a posteriori en tant qu'humain. Vous savez, il y a toujours cette idée que si on regarde assez longtemps n'importe quel objet, on va voir des motifs apparaître. Je pense qu'il y a beaucoup de la musicalité des sons de la nature, mais des sons en général, qui est produite comme ça, qui est produite comme une espèce d'autogénération du cerveau de l'auditeur. La musique, c'est pas le compositeur, la musique, c'est l'écoutant, enfin, c'est dans l'oreille de l'écoutant qu'elle est créée. Pardon ? La beauté. Et la beauté de la musique aussi. Enfin bref, voilà, c'est un extrait qui va peut-être parler de lui-même. C'est peut-être pas la peine d'aller plus loin, ça va durer très longtemps. Mais en tout cas, là, je sais pas, j'entends une espèce d'urgence, j'entends une espèce d'urgence de la communication des oiseaux qui sont autour. Alors, oui, on est peut-être, c'est peut-être un sentiment, une émotion que je plaque sur l'animal, mais C'est pas interdit. mais comment dire, quelque part, j'aime essayer d'imaginer que finalement cette urgence, elle est explicable. Pardon,
le sentiment que j'ai d'urgence en écoutant cet extrait sonore, ou d'intensité, prend ses racines dans les mêmes causes que le sentiment d'urgence que peut-être Jérôme pourrait me confirmer que cette espèce-là aura de parler, de dépenser tant d'énergie à communiquer, à crier très longtemps. À couvrir le bruit. À couvrir le bruit. Enfin, Voilà. à passer à travers le bruit, pas à couvrir le bruit. Parce que c'est ça, Voilà. c'est ça qui se... Parce que le bruit de fond là qu'on entend, c'était un bruit... c'est pas lié à l'enregistrement, c'est vraiment... Non, c'était vraiment... Et en fait, bon, il faut le goûter au casque. Il y a des basses très très impressionnantes dans cet enregistrement-là. La pièce est un peu grande pour que cette enceinte-là puisse le rendre, mais il y avait une espèce de vrombissement permanent comme ça. Alors certes, il y avait une grande route derrière, mais je pense que c'était pas la seule cause. Il y avait vraiment un effet du terrain lui-même. Et C'est un bourdon, en fait, en termes musical, c'est un bourdon. Oui, c'est un bourdon. Sur lequel on pourrait dire les oiseaux ensuite s'étagent. Voilà. Alors, de couvrir le bruit, en fait, c'est ça. Non, enfin, je ne sais pas du tout ce qu'ils font là. Pour moi, ça ressemble plus à des cris d'alarme d'oiseaux qu'à des signes de communication. C'est bon. Des signes de contact entre individus. Non, je ne sais pas s'ils essayent ou pas, mais en tout cas, c'est des sons quand même assez aigus. On les perçoit d'ailleurs. Donc, il est possible qu'ils émergent, on parle vraiment d'émergence sonore. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de course au plus fort. Alors, oui, dans une certaine limite, parce qu'ils ont des contraintes physiologiques et morphologiques qui font qu'ils ne peuvent pas s'adapter. Non, ça c'est une adaptation à court terme, immédiate. Donc les solutions qu'ils trouvent, c'est surtout de répéter beaucoup. De répéter, et il y a l'effet lombard, qui est un effet très connu, qui est simplement plus il y a de bruit, plus on parle fort. Si vous mettez tous à parler, vous allez tous parler plus fort. Voilà. Et ça, les animaux le font aussi. Ouais. Et sur du plus long terme, on a observé des évolutions vers des sons plus aigus dans des environnements en beauté, typiquement en ville, où les animaux sortent un petit peu du bruit grave de la circulation. Mais c'est quand même du long terme. J'aime bien imaginer... pardon. J'aime bien imaginer, mais je ne sais pas du tout si on pourrait faire une expérience scientifique ou de pensée pour le confirmer, mais j'aime imaginer que finalement, il y a une espèce d'universalité de la communication et donc d'universalité de la musique par ce biais-là, qui vient non pas de qui imiterait qui ou qui essaierait de parler plus fort que qui, mais vraiment de ce que nous, musiciens, tout le monde dans une foule, dans le métro, les espèces naturelles dans leur environnement naturel suivent, qui sont les règles de la physique en fait, qui sous-tendent tout. C'est-à-dire, il y a l'urgence peut-être qu'on entend là, enfin le sentiment que je peux moi plaquer sur un extrait sonore comme celui-là, finalement peut-être on pourrait imaginer que c'est le même sentiment ou émotion que les animaux peuvent avoir, parce qu'ils sont soumis au fait que s'ils veulent survivre, se reproduire, etc., il va falloir qu'ils parlent plus fort, il va falloir qu'ils dépensent plus d'énergie, enfin voilà. Est-ce qu'on pourrait, avant de passer à la question, écouter une de tes pièces parce oui, que là tu n'as fait que être dans la forêt et appuyer sur... Voilà, donc ça c'était un enregistrement totalement intouché, voilà. pratiquement vierge de toute retouche. C'est un micro qui est posé. Deux mots quand même sur la démarche. Faire un enregistrement comme ça, ça demande d'être dans une capacité d'écoute qui est un peu particulière, peut-être pas la même que celle d'un enregistrement scientifique. J'utilise en particulier, donc il y a des facteurs techniques, j'utilise une technique de captation binaurale, c'est-à-dire que j'utilise ma propre tête comme un séparateur entre deux micros qui vont capter la stéréo, de façon à ce que vous, le jour où vous le réécoutez, vous ayez la même impression, une impression la plus proche, en particulier au casque, une impression très proche de celle que j'ai eue naturelle. Et donc ça nécessite quand même une espèce de concentration,
ça met dans un état en tout cas qui est assez proche de l'hypnose, puisqu'il faut vraiment faire extrêmement attention au moindre bruit, grincer des dents, bouger le bras comme ça. On entend dans l'enregistrement après les os craquer, quoi. Même dans une forêt. Donc c'est une démarche un peu particulière sur la notion d'écoute. Donc pour faire écouter la pièce en question, je vais faire écouter qu'un bout. Je suis désolé, j'ai amené 2 enregistrements qui sont tous les deux un petit peu inquiétants, un petit peu sombres. Donc cette pièce-là est née justement à partir d'un enregistrement fait dans les Alpilles, en Provence. À la nuit tombée, il y a un visiteur qui est venu nous rendre visite. Le soleil venait de se coucher et il y avait une très fine pluie. Et donc ce que vous allez entendre, c'est à la fois des bruits animaux, c'est à la fois des bruits, le bruit du vent et le bruit environnement créé par l'homme.
Bonsoir. J'ai une petite question. Vous avez beaucoup parlé d'oiseaux, mais moi je pense qu'il y a peut-être autre chose qui, dans la nature, inspire l'oreille musicale ou l'oreille de l'homme. À votre avis? Des espèces animales, tu veux dire? Non, justement, je parle des éléments, effectivement. Là, en fait, l'intitulé de la conférence, c'était musique et nature, et on n'a parlé que d'oiseaux. Et pour moi, la première chose qui existe, c'est l'eau, par exemple, et qui elle-même peut-être inspire le langage. Je suis désolé, le langage animal. Mais non, mais c'est une question que je me pose personnellement. Oui, tout à fait. Peut-être. Donc, oui, vous en pensez? Alors, l'eau, en tout cas, nous, je suis désolé, mais on le voit souvent plutôt comme une source de bruit pour la communication animale. Le son, le ressac de la mer, les cascades, les rivières, etc. Ouais, on voit plutôt comme une pollution. Alors, justement, on remarque des adaptations des animaux qui vivent à côté de ces endroits bruyants, notamment les grenouilles qui font des sifflements et qui passent au-dessus justement du son, mais est-ce qu'ils s'inspirent des sons d'eau? Mais alors, vous avez tout à fait raison, pardon. Moi, je ne m'intéresse pas qu'aux oiseaux, j'adore les insectes, les grenouilles, plein de choses. Les poissons. En revanche, il est vrai que l'eau a beaucoup inspiré les musiciens, notamment les impressionnistes. Debussy et Ravel ont posé une grande partie de leurs œuvres autour de la question de l'eau, des fontaines, de la mer, des rivières, des cours d'eau. Il y a quelque chose qui était très propice dans cette modalité impressionniste musicale à imiter le bruit de l'eau, les sons aquatiques. Et puis il y a aussi tout un travail électroacoustique de sons hydrophones, de sons diffusés sous l'eau. Je pense à Michel Redolfi, par exemple, qui fait tout un travail remarquable qu'il faut écouter dans l'eau, sous l'eau. Et juste pour revenir justement à la question des signes, 2 minutes, et de la partition, ce qui est extraordinaire, c'est que par la partition, donc par l'intermédiaire de symboles discrets, c'est-à-dire des notes de musique, qui sont effectivement des symboles, et qui pourraient varier d'ailleurs selon les cultures, on va essayer de reproduire un son naturel, un son ambiant, un son animal. Et donc c'est comme si on parle au symbole, par quelque chose qui n'est pas fait pour ça, parce qu'il est discret, on va essayer de reproduire des objets continus, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire on essaie de produire des icônes avec des symboles. Donc il y a le paradoxe de l'art humain, et en musique c'est de l'art humain depuis pas si longtemps, puisque depuis le 12e, 13e siècle, si vous voulez, depuis l'invention de la partition. Donc, on va à l'aide de symboles, on va reproduire ce qui, a priori, n'est pas symbolisable. Et à ce propos, on fait de la musique aussi sur des pierres. Vous le savez, au muséum notamment, vous le savez bien. Car il y a des lithophones. Donc en fait, c'est pour ça que je parlais des éléments, parce qu'on a parlé de la vie animale en fait, mais la nature pour moi n'est pas que la vie animale, il y a tout ce qu'il y a autour, et qui principalement, je pense personnellement, est la première source d'inspiration. Je crois qu'il y avait d'autres questions, je suis désolée, il ne reste plus beaucoup de temps. Tout ça était très intéressant du coup, mais je me permettrais juste, j'ai une curiosité parce que monsieur vient de parler le spectre plus large, les oiseaux, la nature, l'eau, et moi en venant ici, c'est vrai que je m'étais un petit peu naïvement arrêtée à la question comment l'homme est-il devenu musicien, sachant où je venais, et ça aurait un rapport avec la nature, parce que c'est ce qui s'ensuit derrière justement dans les sujets qui devaient découler, mais avec une curiosité toute fraîche, toute naïve. Bon, après, spontanément, j'aurais eu quelques réponses, mais j'aurais bien aimé, en fait, que vous parliez un petit peu de la genèse de l'homme musicien, c'est-à-dire que les animaux, là, la nature, voilà, c'est leur fonctionnement propre, alors que l'humain, contrairement à tout ça, c'est pas forcément pour communiquer, on parle d'essence supérieure, enfin, on parle de spiritualité quelque part avec la musique. Les oiseaux, quand on les écoute, on y trouve autre chose, je pense, que ce que les oiseaux y trouvent. Après, bon, je me permets d'utiliser ce mot-là, mais l'homme, à la différence des animaux, a créé des instruments, et
Et j'aurais été très curieuse, et j'espère qu'il y aura un autre débat sur le sujet, d'avoir en fait des réponses, que ce soit historiques et après de développement culturel, sur est-ce que c'est par rapport aux tribus rassemblées au début, je sais pas, les grincements dans les arbres, tout ce qui est tribal au début, c'est très nature, c'est répétitif. Et après le développement des instruments de musique, enfin de tout ce qui est devenu la musique pour l'humain et qui quand même a un spectre magnifiquement inspiré de la nature, mais beaucoup plus large aussi que ça, enfin, à mon avis. Absolument pas historien de la musique, donc je ne pourrais pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'en effet, l'homme a imité les sons de la nature, souvent dans un objectif de chasse au départ, je crois, dans les rythmes pour attirer les animaux aussi, les appos, exactement. Juste des percussions contre des arbres, contre des parois de grottes, avec des bambous notamment. Ça se fait même encore en Thaïlande. On attire les cigales en tapant sur les bambous et on les mange. Juste un tout petit truc que les animaux aussi inventé des instruments. Donc il y a des singes qui percutent les arbres, qui communiquent en percutant comme ça. Il y a des grillons qui construisent des baffles, des enceintes. Voilà, ils ont aussi fait des petits instruments. Je vous remercie parce que j'ai appris plein de choses aujourd'hui, mais je pense que c'est sûr que c'est court. Tu as eu une perspective vraiment d'archéologie, des premiers instruments de musique. Après, c'est un autre origine des sons musicaux, c'est la danse. Les rituels, les cérémonies de danse qui sont sonores, puisque ça c'est un très grand scientifique, André Scheffner, qui montre un livre extraordinaire sur la généalogie des instruments de musique. Il montre qu'au départ, les instruments sont des sonnailles, des objets, des bracelets qu'on porte très près du corps et qui vont résonner quand on va se mouvoir et donc danser. Donc, il y a aussi une origine qui vient du mouvement humain et qui va produire ces rythmes instrumentaux du fait des objets que l'on porte autour des chevilles, autour du cou, autour des poignets. Et peu à peu ensuite, ces objets vont se détacher du corps et produire un monde instrumental séparé. Au départ, on peut dire effectivement qu'il n'y a pas de séparation véritable. Il n'y a pas de séparation véritable entre le son et l'animal qu'on va limiter pour le chasser, et entre le son et le corps, parce qu'on va produire du son dans un rituel plus général, plus englobant, qui comprend aussi une relation spécifique au monde. Donc la danse aussi a une fonction spécifique qui est d'adresser des messages à un monde naturel. Il n'y a pas d'art séparé du monde, en quelque sorte. Non, c'est ça. L'art est un moment dans un ensemble plus vaste. C'est peu plus tard, justement, que les instruments vont se séparer, que la musique va peut-être s'autonomiser. Je vous propose de prendre encore une question et après on peut aller boire un verre et continuer à discuter de manière moins statique, mais toujours aussi agréable. Ce n'est plus une question, puisque ça rejoint les deux interventions aussi, une espèce de frustration que j'avais sur l'histoire depuis des millions d'années, de savoir comment l'homme avait été devenu musicien, militant probablement, mais en même temps, on apprend plein de trucs, pas de problème, mais c'est peut-être plutôt un parti, non? Mais je pense qu'il y a quand même eu un moment, un passage, parce que nous, la technologie nous permet d'avoir enregistré, analysé et tout ça, mais c'est ça par rapport à l'histoire de l'homme. Donc il y a eu les appos, voilà, par exemple, pour limiter, toujours dans un but de chasse. Mais les animaux imitent aussi l'homme, je suis persuadé, je ne vais peut-être pas vous raconter là mon histoire de serin, mais comment on peut lui couper le sifflet aussi dans 6 mois, si on lui repasse un enregistrement. Mais voilà, les percussions, je pense qu'on n'a pas du tout parlé de percussions. C'est vraiment, je pense, la première musique. Et la pluie, le vent, le grincement des arbres qui se frottent les uns les autres, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et après, on a développé énormément, avec les instruments et tout ça, mais je ne suis pas non plus historien, c'est mon sentiment. Il y a une frustration, ce qu'on n'a pas évoqué tout ça. Il faut faire une deuxième conférence, il faut les faire à l'envers. Par exemple, Scheffner explique que les premiers tambours, ça aurait été des pots animales disposés sur des trous creusés dans la terre. Et le trou, ça va dans un atteur. C'est qu'après,
qu'on aurait détaché la peau du trou. Ces os, on pense que les hommes préhistoriques percutaient dans certaines grottes préhistoriques, il y a des endroits qui résonnent mieux et quand on les percute, aucune preuve. Des hypothèses. Et du coup, en fait, on parlait beaucoup de la nature terrienne, tout ça sur la Terre, etc. C'est très intéressant. Mais je pensais, en fait, il y a une ressource dans le livre qui s'appelle Pline, du XVe siècle, dans lequel il parlait de l'inspiration du cosmos, de l'astronomie. C'est-à-dire, en fait, apparemment, enfin, je n'ai pas précisément plus de détails que ça, mais apparemment, certains premiers instruments ont été créés et inspirés par, et définis aussi, par exemple les tons et les demi-tons, ça a été défini selon les distances entre les planètes du système solaire. Donc là, du coup, je pensais juste que ça pourrait aussi être... Je ne suis pas trop d'accord, j'ai sans doute pas la solution, il n'y en a sans doute pas. Les 12 demi-tons, ils ont une réalité physique, ils ont une réalité mathématique surtout. Je veux dire, en fait, 12, pourquoi 12 et pas 14 ou 15 c'est parce que 12 demi-tons dans la gamme, c'est une sorte de minimum local qui permet de se rapprocher le plus possible de l'harmonie, c'est-à-dire de sons qu'on peut jouer en même temps sans battement, sans avoir de battement qui sont désagréables. Donc, les 12 tons, ça a une vraie réalité physique. Alors, après la question, une question intéressante que je me pose souvent, c'est quelle est la musique des Martiens? Qu'est-ce que les Martiens, disons qu'on ne sait rien sur la musique que produisent les Martiens, à part le fait qu'ils ont une musique, qu'ils ont une production musicale de la même façon que nous, c'est-à-dire qui n'a une forme de communication qui n'a de but que sociétal, qui n'est que social, qui n'a aucune vocation à transmettre l'information particulière. À ce moment-là, si on prend cette hypothèse-là, on peut essayer de s'imaginer comme une histoire de pensée, qu'est-ce que c'est que la musique des Martiens? Qu'est-ce qu'elle a en commun avec nous? Est-ce qu'ils pourraient inventer les 12 tons comme nous? Est-ce qu'ils jouent dans les 12 tons comme nous? Est-ce qu'ils ont les mêmes structures rythmiques? Une mauvaise question posée à des gens dont on ne sait pas si... Exactement. Si on reprend le Exactement. fil de votre conférence. Tout dépend du repère qu'on prend. Parce que les Indiens n'ont pas tout à fait le même lac que nous. Oui, mais ils vivent sur Terre. Oui, mais donc ils ont les mêmes arbres, ils ont les mêmes... Oui, mais non, parce que justement, ils vivent sur Terre, ils ont de la terre en dessous d'eux, ils ont des arbres qui poussent autour d'eux, etc. Imaginons des Martiens qui... Les 12 tons dépendent de notre oreille, de notre pouvoir discriminant des fréquences, les battements. C'est lié à ton oreille. À terme, même des animaux n'ont pas forcément la même oreille, donc ils n'auraient pas forcément la même. Ouais, ça peut être des Martiens. Oui, de ce point de Savoir vue-là. si les Martiens ont des oreilles, parce qu'ils ont une ouïe. Non, bien sûr, ils peuvent ne pas avoir d'ouïe, ils peuvent communiquer par ondes électromagnétiques. Par exemple, ça serait d'ailleurs beaucoup plus efficace, ça serait beaucoup mieux, ils communiqueraient beaucoup plus loin. Mais ils auraient les mêmes problèmes, c'est-à-dire si on joue deux ondes électromagnétiques qui sont pas purement des sinusoïdes à une oreille, c'est-à-dire à une antenne, on va entendre des battements. Ouais. Je sais pas. Plus ou moins ça. En tout cas, vous avez raison au sens où, pour les Grecs, pour Platon, la musique est aussi une forme d'astronomie, puisque les rapports définissent la musique. Dans ce sens-là, Platon est pythagoricien, la musique sont des rapports, des fractions, et ces rapports s'appliquent aussi au cosmos. Le climat de Platon fait cela précisément. On produit un modèle cosmogonique, cosmographique plutôt, cosmologique, qui reprend les fractions musicales, les rapports musicaux.
Bah, c'est la mathématique en fait. La mathématique s'applique autant à la musique qu'au cosmos. En fait. Il y a la géométrie, il y a la peinture. On retrouve les mêmes rapports, les échelles logarithmiques, etc. Pour reprendre d'autres animaux que les oiseaux, je vous invite à aller au bois de Vincennes, observer les lapins danser. Et vous pouvez chanter à côté et amener votre instrument. Le lapin est un spécialiste de l'entrechat et de la cabriole. Vous n'avez pas besoin d'aller au zoo. Le lapin est un vrai danseur. Il a l'ouïe craintive, frémissante. Et c'est très très beau à voir. Par contre, il vous rongera votre instrument de musique parce qu'il aime manger tout le temps. Les câbles. Moi j'ai plein de Les câbles, donc câbles, j'ai câbles pas. embillés. Ouais, j'irai pas. Mais au bois de Vincennes, par contre, vous pouvez vraiment en voir. Il faut venir de très bonne heure. Puis vous pouvez aller dans un endroit, les Vosges, tout ça, vous avez fait rêver quand même. Est-ce qu'ils réagissent aux musiques qu'on leur joue? Est-ce qu'ils dansent la valse, le menuet? Non, mais là, vous essayez d'appliquer des critères très classiques et très codifiés, et essayez d'écouter la musique des lapins et la danse des lapins quand même. Et puis vous pouvez essayer avec les lièvres, ils vont très très vite les lièvres. Et vous avez plein d'animaux dans les bois qui... Le brame du cerf, bien sûr, c'est un super système. Alors là, il faut vraiment se cacher. Hein. Ah oui, le brame du cerf, c'est... Je vous propose de continuer toute cette discussion au bois de Vincennes, autour d'Anvers. Malheureusement, j'ai apporté qu'un seul exemplaire de la revue, mais je mets à votre disposition si vous avez envie de regarder, feuilleter. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et merci à tous nos invités. Merci à vous.